tourne pas. Bonjour à tous, bienvenue dans l'interaction. Tout va mieux. Le pétrole revient à 50 $, le CAC aux 4500 points. On en parle tout de suite en compagnie d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour. Et de Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Cette interaction, c'est en direct sur Décideur TV entre 12h30 et 13h chaque vendredi. On commence tout de suite par un petit tour d'horizon de l'actualité. Hubert, alors, qu'est-ce que l'actualité nous a réservé cette La mode a semaine? changé. La mode a changé. C'est le principe de la mode. Oui, c'est le principe de la mode. On avait très peur de ce mois de mai. Aujourd'hui, on est quasiment au niveau du 28 avril, donc il ne fallait pas avoir peur. Et la mode a changé. Pourquoi? C'est le cycle américain est plutôt plus fort qu'on pensait, mais on a plus très peur d'une hausse éventuelle des taux de la Fed plutôt en juillet, après le Brexit éventuel, ou après le référendum, qu'au mois de juin. Le dollar revient... Le scénario de hausse du dollar avait été pris à contre-pied depuis le début de l'année. Finalement, il revient. Alors, on n'est pas encore dans des fortes hausses. Et puis, bon, on mesure aussi le pétrole. Le pétrole est à 50 $, donc on a repris 70% presque depuis le début. Depuis le plus bas. Depuis le plus bas. Donc, les risques s'éliminent petit à petit. Je crois qu'on partage cette opinion. Demain, une bonne semaine. Oui, alors on va revenir à nos alignements de planètes, probablement dans les jours qui viennent. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont plutôt favorables ces derniers temps. En tous les cas, qui ont une lecture favorable par les marchés. Ce dollar en est non pas le catalyseur, mais probablement la traduction. On parie sur une hausse des taux aux États-Unis, désormais, qui semble plutôt avérée. Dans le même temps, ça va renchérir le dollar, ça va rendre les entreprises européennes plus concurrentielles, et ça donne une chance, entre guillemets, pour que l'Europe rattrape son retard. Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller bien dans ce scénario? La première peur, ça va être comme ce référendum anglais. Alors, les sondages sont meilleurs pour le maintien dans l'Europe. Elles sont nettement meilleures depuis 8-10 jours. Mais il faut beaucoup se méfier des sondages, en général, et en Angleterre en particulier. C'est quand même quelque chose qui nous emmène dans l'inconnu. Alors, tout le monde peut le répéter d'une manière ou d'une autre. Et donc, jusque-là, on va quand même être un peu soumis à ça. Bon, il y a les problèmes, autrement on les connaît. C'est le reflux du pétrole. Le pétrole, il est à 50 maintenant. Il n'a plus énormément de potentiel. On disait 45-55, mais c'est que 55, c'est un espoir. Donc, on a peut-être une consolidation. C'est ce qui ne serait pas illogique. Et puis, les statistiques chinoises, qui sont toujours pas bonnes, mais c'était quelque chose d'attendu. Et finalement, ils ne font pas pire que ce qu'on craignait, mais on peut toujours avoir un décrochage. Bon, on regarde tout de suite ce qu'a fait le CAC cette semaine. En tout cas, les meilleures performances et les moins bonnes, tout est dans le vert. Tout est dans le vert, effectivement. On a, mis à part LVMH, qui est un queue de peloton, qui perd 0,28, j'allais dire, c'est pas bien grave. Pour le reste, on a un mouvement qui est assez indiciel, on le voit sur le CAC, BNP, Sanofi, AXA, Total. On a déjà un peu plus de 20%, on n'a pas loin de 20% du CAC qui est concentré et qui explique à lui seul 1,20, 1,30 de la hausse du marché sur 3,87 dividendes réinvestis. Dans le même temps, on en parlera tout à l'heure, Interaction est un peu à la traîne. Dans un mouvement comme ça arrive souvent. Il y a pas mal de dividendes. C'est important. Alors, je note quelque chose, moi, qui me surprend, c'est AXA. Parce que si on va vers des hausses des taux, les contrats d'assurance vie peuvent être l'objet de dégagements massifs. Et on va commencer, je pense que c'est un risque qui va réapparaître. Oui, de dégagement massif d'arbitrage, effectivement, oui. Donc de vente d'obligations. On sait que les banques centrales peuvent être à même de racheter encore quelques obligations. Notamment, elles en ont déjà un paquet, elles peuvent en rajouter encore d'autres. Elles s'attaqueront éventuellement aux obligations corporate. Bon, moi, je ne suis pas très inquiet pour AXA. La repentification, c'est plutôt pas mal pour la compagnie. À terme, oui, mais... Alors, voilà. On va rentrer dans des considérations macro concernant l'Europe avec ce schéma tout de suite. Thomas. Alors oui, quelques lignes. Un schéma d'ailleurs, c'est en fait, un mémo. Un mémo que m'a préparé Paul Schorer, notre économiste, tout simplement pour traduire que les risques s'atténuent. Et on a plusieurs planètes qui s'alignent, on en parlait tout à l'heure. L'embargo des produits alimentaires russes
à fin juillet. Donc on parle d'une levée. Je rappelle que ça coûte 0,25 au PIB de l'Union européenne. D'après Eurostat, ça coûte 0,50 à la France. Oui, et nos agriculteurs sont bien placés pour en parler. 1% à l'Allemagne. Donc le 28 avril, il y a eu un vote à l'Assemblée qui n'avait aucune portée juridique, mais qui était un vote en faveur de la levée de l'embargo. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le Brexit, le Brexat ou le Brexoff, lui, pour le coup, peut avoir un coût pour l'économie. De 0,1 à 0,4, c'est déjà pricé. Et on espère que ce sera un Brexouf. Brexouf, de soulagement. Oui. Voilà. Le FMI qui remonte les perspectives de croissance de la France. Alors pour paraphraser notre président, il paraît que ça va mieux. En fait, notre président y est strictement pour rien, mais effectivement, ça va mieux. Les seuls qui soient responsables de ça sont les Français. La Grèce trouve un accord. Malgré tout, c'est 10 milliards d'euros qui sont débloqués. Un allègement conditionnel de la dette, avec surtout un principe d'allongement des échéances, mais pas une réduction des nominales. On sait que les Allemands, ils sont totalement opposés. Donc c'est tenable, pour une fois, à l'horizon 2040. Donc on a vu un mouvement important, et qu'on redécrira tout à l'heure, sur les bancaires, avec des conséquences immédiates pour leur bilan et leur compte de résultat. D'accord. Un commentaire, Hubert, sur ces planètes alignées qui s'alignent ça redevient le thème. Ça redevient le thème. Donc, la première chose qu'on cherche à faire, c'est qu'est-ce qui peut être le grain de sable. Donc, mais à part ce référendum, on ne voit pas le grain de sable, à moins que la Réserve fédérale tape bizarrement. Voilà, c'est dans le discours de la Réserve fédérale, mais ils tiennent très très bien leur discours. On va remonter les taux, pas beaucoup. On va la monter en juin. En juin, ce sera juste 3 jours avant le référendum. Donc, ils pourront dire en juin, on va le faire en juillet. Voilà, c'est là où ça peut décrocher. Il y a du cash. Il y a eu, et ça, ce qu'on avait souligné les semaines précédentes, les grandes gestions internationales ont fait du cash. Ce qui veut dire que le moindre bonne nouvelle ou moins mauvaise nouvelle déclenche des mouvements. Bon, vous l'avez compris, ça va mieux. En tout cas, pour ce qui concerne la macroéconomie, on va rentrer dans le détail maintenant des tableaux de bord. Ah bon. Alors, avec des feux qui ne bougent pas. Rien. Cette semaine, c'est assez rare pour être souligné. Exactement. Alors, ce qu'on va aller tout de suite, puisque rien ne bouge. On va aller sur l'indicateur de la semaine. On va tout de suite aller sur l'indicateur de la semaine, effectivement. La volatilité, et on va faire un petit zoom sur cet indicateur de volatilité que vous avez ici à l'écran sur des années 2015 à 2016. Et si on fait le zoom, plus particulièrement depuis début 2015, c'est le graphique suivant. Voilà. Vous allez constater deux choses. La première, c'est que en rouge, vous avez le niveau aux États-Unis et en bleu, le niveau en Europe. Et il se trouve qu'on est en train de rentrer dans les zones de normalité. Aux États-Unis, on y est depuis un moment. En Europe, en revanche, on voit que ça dure plus longtemps. C'est matérialisé par les parenthèses que vous avez en dessous. La durée du stress en Europe est bien plus longue que la durée du stress aux États-Unis. Bon, il suffisait c'est les Américains, ils sont toujours plus forts. Mais plus sérieusement, on est en train de combler moins de volatilité. Ça veut dire que on est en train de se rendre compte que l'alignement des planètes dont on parlait tout à l'heure se mesure aussi quantitativement, ce qui pour nous est intéressant pour que nos feux repassent plus au vert. Voilà. Bon, d'un point de vue météorologique... Eh bien oui, toujours, mais d'ailleurs vous le subissez tous les jours, un temps variable en permanence, assez peu de lisibilité, un anticyclone qui tarde à s'installer. Même si les planètes sont en train de s'aligner, ben oui, alors on pourra en sortir, oui. Alors moi je fais un petit pari, on va prendre, c'est le temps de faire des paris, peut-être qu'on peut avoir un été tranquille et bien plus favorable pour les marchés à ce qu'il n'a été ces quelques étés précédents. Donc on pourrait passer en mode 1, un été ensoleillé. Ce serait pas surprenant. Ce serait la première fois en même temps. Oui, ce serait sympa. Oui, ça a été le cas. On le voit en dessous, ça a été le cas. Alors voilà donc pour notre tableau de bord, tout de suite les performances. Les performances tout de suite avec ce tableau, ces graphiques sur la semaine et sur l'année. Oui, performance de 3,87 pour le CAC 40 dividendes réinvestis,
2,34 pour Interaction cette semaine. Donc on s'est fait distancer dans la semaine, on a repris pas mal d'écart, on en a perdu en 2 jours, on a perdu un peu plus d'1,5%. Ça va très vite, il faut attendre que là aussi que les actions s'ajustent, bon ça va venir. On a eu un petit effet de vis dont je reparlerai tout à l'heure. Depuis le début de l'année, le CAC est en train de redevenir positif à peu de choses près, moins 1,06 contre moins 4, moins 4,41 au fond. Il va falloir être patient et à partir de maintenant, je l'avais dit lors d'une précédente émission, que le stock picking va commencer à payer une fois que le mouvement indiciel sera calmé. En fait. Bon, d'un point de vue sectoriel cette semaine. Alors, d'un point de vue sectoriel cette semaine, et je suis désolé parce que je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vais le rechercher. Le temps. Il est génial. Voilà. Parfait. Donc vous voyez que le grand mouvement est sur les défensives cette semaine, 0,90, 0,62. Sur les financières également. On fera un petit focus dessus. Oui. Et effectivement, sur les financières, on n'est pas équipondéré. Le mouvement qu'on a connu a été très violent. C'était un mouvement où on a vu des hausses de 5 à 6% et 2 jours d'affilée, donc ça va très vite. Donc l'ajustement dont on parlait est arrivé plus vite que prévu. Avec et on retrouve, bancaires, en effet, qui rebondissent très fortement. Voilà, vous retrouvez ici le palmarès de l'Eurostoxx, du Stoxx 600, pardonnez-moi, et on retrouve cette semaine sur un rebond de l'indice de 3,20. On en a 5,68 qui viennent des Basic Resources et puis le 5,32 qui vient des banques. Mouvement qu'on n'avait pas connu depuis un moment, notamment par un redressement des banques pour l'instant du Nord, si j'ose dire. Y compris des banques, on le verrait dans un autre graphique que je n'ai pas apporté là, mais des banques anglaises qui se sont reprises, au gré des statistiques. Nous, on a encore un peu de retard sur les banques italiennes, par exemple. Et on finit le tour d'horizon par les tops et flops du portefeuille de la semaine. Eh bien oui, vous voyez que notre meilleure contribution, c'est notre indice. C'est notre indice. Ce Lixor qu'on a acheté, on va probablement le vendre, le réaffecter à d'autres titres et ou à des pondérations plus importantes sur certains titres. Mais en tous les cas, il nous a bien aidé cette semaine. Aidé en cela aussi par Safran, par Allianz. On parlait du mouvement sur AXA, on le retrouve sur Allianz. Par Total, qui bénéficie à plein de deux mouvements. C'est qu'on se rend compte que Total va être en position aussi d'acheter probablement un certain nombre de faire ses courses sur les marchés à des prix 2 fois, voire 3 fois moins élevés qu'avant. Et on l'avait dit, Total est positionné sur le pétrole à long terme, mais avec le schiste, il peut se positionner sur le pétrole à court terme, et à mon avis, il ne manquera pas de le faire. On a Nexity en fin de tableau, par exemple, c'est les craintes de blocage Donc, c'est les craintes de hausse de taux à terme, mais vu le parcours qu'elle a connu... oui, c'est une super performance. C'est pas grave. À mesure qu'on se rapprochera du point où les taux vont remonter aux États-Unis, ils finiront par remonter en Europe, et ce sera intégré dans toutes les valeurs très sensibles au taux d'intérêt. Oui, alors je mentionne le blocage et les problèmes qui s'installent en France. Est-ce que ça peut aussi perturber ces planètes Pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que les entreprises dont on parle ont des implantations internationales, des contrats. C'est un peu toujours la même chose. Il y a deux, en fait, il y a le CAC et puis le reste de la France. Oui, alors la France n'est quand même pas arrêtée. Elle n'est pas encore arrêtée, peut-être, mais elle l'est pas. Aujourd'hui, les fondamentaux. À court terme. Non, mais ça peut être un souci sur des choses ponctuelles. Ça peut être un souci pour Air France, Aéroport de Paris, par exemple, ou des choses comme ça. S'il n'y a plus de kérosène. C'est pour ça que je vous posais la question sur Nexity, parce que le bâtiment a l'air de tirer un peu la sonnette d'alarme aussi. Oui, alors le bâtiment tire toujours la sonnette d'alarme. C'est un réflexe pavlovien. C'est leur métier. Il y a les paysans et le bâtiment. Voilà, c'est ça. Alors, les paysans, je les connais bien. Le bâtiment, on les connaît mieux sur les marchés financiers. Depuis toujours, ils se plaignent. Et depuis toujours, le prix de l'immobilier a été multiplié par l'immobilier, il y a une bataille boursière sur une affaire qui s'appelle Immeubles de Paris. Il y a une bataille boursière. C'est donc que l'immobilier et le rendement, puisque c'est la peur pour l'immobilier, c'est que le rendement fasse baisser les prix. On n'y est pas, puisque quand il y en a une à vendre, on se bat pour elle. Ouais, exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, dans cette catégorie. On va passer place à la gestion. Foncière de Paris. Alors, on va commencer tout de suite par découvrir les grands arbitrages de cette semaine. Thomas, un commentaire? Oui, alors, un arbitrage. On a fait un call dont je parlais tout à l'heure. On a pris une option sur
un phénomène plutôt spéculatif au travers de Zodiac. Voilà, on en a pas mal parlé la semaine dernière. L'idée, c'est qu'on ne peut pas perdre. Éventuellement, c'est un call, puisque si soit le supply chain, comme ils l'appellent, arrive à se restaurer et ils devraient retrouver des cours, on va dire, normaux, entre guillemets, soit ils n'y arrivent pas et il est probable que Safran ou un autre groupe pourrait tenter de les racheter. Ça, c'est le pari, en effet, que vous nous aviez Ça, c'est petit pari à c'est rigolo. 0,50. On a renforcé le Lixor sur les banques avant de le réaffecter à des titres. Notre idée, c'est que la Grèce, je l'ai dit, l'autorité de régulation pour réduire les créances douteuses dans les portefeuilles européens, et puis le vice-président de la BCE qui annonce que ce serait quand même une belle nouvelle que les taux montent aux États-Unis, pour les banques en tous les cas. Mais quand on ajoute tout cela, on pense qu'on a une décote qui existait sur les banques qui n'a plus lieu d'être. On commence à avoir de la visibilité enfin sur les banques. Alors, ce n'est pas toutes les banques, certaines banques. Les banques italiennes restent encore des banques à risque. Ne nous trompons pas. Il y en a pléthore. La lecture bilancielle était quasi impossible. Donc voilà, nous, ce qui pas de nous banque intéresse, italienne et presque pas de banque allemande. Il y en a très très peu, comme on le disait la semaine dernière. Très peu. Dans le Lixor, ça peut paraître paradoxal, mais le système bancaire allemand est tellement particulier avec ses banques régionales et mutualistes qu'il y en a très peu. Et une vente, la vente de Bolloré. On a soldé Bolloré. Pourquoi ? Alors on solde Bolloré parce qu'en fait on comprend plus rien à ce qui se passe et ça risque de prendre plus de temps que dans prévu. Bolloré ou dans Vivendi ou dans les deux ? Alors en fait dans Vivendi, je pense que la route est plutôt tracée. C'est dans Bolloré. On pense qu'il vaut mieux aller dans les filiales. Il y a peut-être probablement plus à prendre en lecture, que ce soit dans Vivendi ou dans Qu'est-ce qui vous chagrine chez Bolloré donc ? Aujourd'hui, on va se retrouver avec une décote de holding, naturellement, qui risque d'augmenter en plus. Parce que ce sera au terme simplement de la réorganisation des filiales que le groupe en tirera la quintessence. Donc on sort observe Bolloré. et on sort. Voilà. Le portefeuille, dans le détail, on le découvre. Voilà. Vous avez le portefeuille et son palmarès, donc dans lesquels on a mis à peu près tout le monde. Vous voyez que tout en bas, les valeurs absentes du CAC, entre guillemets, ont une contribution relative de moins 3,33%. Donc c'est quand même important. Et notre stock picking a réussi à faire, à compenser, notamment au travers de Vinci ou d'EDF qui se sont bien repris, de l'Ascor qui a bien rebondi, de Siemens qu'on a rentré il n'y a pas très longtemps et qui se comporte vraiment très bien, d'Essilor qui est une bonne nouvelle pour le portefeuille, et puis d'Air France enfin, alors quand bien même c'est un risque, je n'ai pas dit que c'était une réalité. Enfin, sur Air France, il y a quand même une question, c'est Ryanair qui a annoncé une future guerre des tarifs. Donc il l'a annoncé, il ne la fera peut-être pas, parce que quand il y a l'effet publicitaire, il y a beaucoup de choses, mais c'est un secteur où dès que ça gagne de l'argent, il y a des gens qui arrivent, et ça gagne de l'argent parce que le pétrole a baissé. Dans beaucoup de secteurs aussi. Oui, mais ça va plus vite. Sur la prod audiovisuelle aussi. C'est vrai. Bon, blague à part, actualité des sociétés. Qu'est-ce qu'on retient cette semaine hiver ? Alors, ce qui s'est passé, c'est quand même, il faut regarder ce qui s'est passé à Wall Street, parce que on a remonté, mais Wall Street a remonté la semaine d'après, ou 15 jours après, la perspective de hausse des taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les technos, bon, ça c'est pas très surprenant, la finance, et bien entendu le pétrole. C'est lié au pétrole. Donc, finalement, c'est un mouvement qui nous tire, qui nous tire tous. Et donc, on voit bien les valeurs de l'énergie... elles ont beaucoup monté. Alors, est-ce qu'à $50, c'est plutôt le moment de se tirer ou de renforcer ? C'est une bonne question. C'est du titre. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit la semaine dernière... c'est pas la titrisation, mais... Non. Donc, Total, c'est l'exemple qu'a cité Thomas. Ouais. Total, on peut considérer que dans les majors, c'est celle qu'il faut avoir. Alors, on a le droit de le considérer, on peut considérer autre chose, mais j'ai parlé de Saipem la semaine dernière, qui est, compte tenu du niveau des sous-traitants, qui sont en train de remonter, les sous-traitants remontent tous. Alors évidemment, quand c'est Vallourec ou CGG, ça remonte sur des cours à la casse, mais il y a quelque chose d'un peu mieux dans ce secteur-là. Thomas, qu'est-ce qu'on fait sur l'énergie ? Sur l'énergie, nous on reste positionnés. On a on a, vous savez, un Lixor sur les Basic Resources qui nous a fait faire ce pari
qui nous a coûté dans un premier temps, parce que dans ce fonds, vous avez beaucoup de valeurs cotées en livres. Et ces valeurs cotées en livres nous ont coûté, quand bien même elles montaient, la livre baissait de l'autre côté. Et on pense désormais, et on a vu depuis 2 jours le mouvement important sur ce Lyxor qui se reprend très fort, parce qu'on a un double effet. L'effet de la hausse des cours des matières premières et l'autre effet, l'effet de reprise de la livre. Donc, nous, le levier, on le joue ici. Technip, on a eu une gestion heureuse du sujet, on est très content. Est-ce qu'il faut revenir sur les autres tout de suite? Moi, je patienterai un petit peu. La question, c'est est-ce qu'il faut alléger Technip pour aller sur une autre? Voilà, c'est plutôt ça. Alors, est-ce que maintenant... Il est probable qu'effectivement l'histoire de Technip soit jouée, entre guillemets, et qu'on n'ait plus grand-chose à gagner sur le sujet, qu'on aura probablement un peu plus d'effet de levier sur les autres. Ils sont en analyse en ce moment chez nous. Toujours dans l'actualité, Hubert. Alors, on espère que la concurrence pourrait être plus loyale dans le domaine de la sidérurgie. Voilà, G7. Donc, on dit les Américains, les Français, les Européens vont mettre des taxes. Et donc, Arcelor, on en a parlé à de nombreuses reprises, et notamment à la demande d'un de nos auditeurs, Arcelor flambe, mais... C'est de l'espoir, hein. C'est de l'espoir. Avant d'arriver à expliquer aux Chinois qu'il ne faut pas exporter de l'acier, il va faire beau, non? Oui, c'est possible que ça prenne un peu de temps, mais ceci dit, les nouvelles avaient été tellement mauvaises sur Arcelor, et c'était un des propos qu'on avait tenus à propos de notre auditeur ou notre internaute qui suivait l'émission, qui avait posé une question sur ce titre. Depuis qu'on a fait cette opération, c'est plutôt largement positif, donc tant mieux pour lui. Est-ce qu'on a des envies cette semaine d'arbitrage ? Alors, j'ai parlé effectivement des services pétroliers, hein, donc vous n'auriez envie d'en prendre un peu, j'ai l'impression, non ? Non, je voulais juste arbitrer. C'était presque neutre, hein, d'avoir du Saipem à la place de l'autre. Hein, c'est pas... Bon, Thomas, sur cet arbitrage, on va solder la question. Non, on a le temps. La réponse, on a le temps. On n'arbitre pas sur les services parapétroliers. Il y a un secteur qui fait beaucoup parler, c'est l'automobile quand même. Peugeot annonce que le marché européen est absolument canon. L'État français annonce que finalement il a beaucoup d'argent dans Peugeot et Renault. Il pourrait vendre des blocs. Et finalement, ça ne fait pas baisser les cours. Donc c'est que probablement ça va bien. Valeo a tenu une assemblée générale qui s'est bien passée. Ça va plutôt mieux. Ça va plutôt mieux que ce qu'il pensait. Donc c'est un secteur, on est présent. Hein, on a du Michelin par exemple. Oui. Mais c'est un secteur qui... On s'est posé la question parce que notamment c'est Peugeot qui est en retard en fait. Oui. Renault, une fois réglé ses problèmes de gouvernance, de trucs, de machin, de salaire de Carlos Ghosn et tout le team, on voit des chiffres qui sont bons et qui méritent probablement qu'on revienne. Moi, je pense plus aux équipementiers dans un premier temps qu'au secteur de l'automobile qui, à mon avis, peut faire un deuxième semestre en termes de parcours boursier pas mal, notamment si on apporte de l'effet de levier au travers de la hausse du dollar. Ça, ce sera certainement un point plus pour nos fabricants d'automobiles, nos constructeurs, pardonnez-moi. Et alors lequel ? Valeo, Forcia ? Alors moi, plutôt Forcia et pourquoi pas Valeo, mais Valeo a déjà bien Valeo a bien décalé. Hein, Forcia est un peu en retard, donc pourquoi pas. Et puis dans une autre rubrique, après, aller sur les constructeurs dans un deuxième temps. Et plutôt Peugeot. Hein. Et plutôt Peugeot, absolument. Aujourd'hui... Surtout qu'Emmanuel Macron, donc, qui joue au Monopoly tous les jours, nous annonce la cession des titres Peugeot. Enfin, ça, c'est il a besoin d'enflouer EDF en même temps. Donc. Voilà, il faut trouver 7 à 8 milliards d'euros en cash, d'après ce que j'ai compris, puisqu'ils auront des actions, on aura comme dividende... pour l'État, en tous les cas, des actions EDF. Donc, voilà, Peugeot. Donc, il y a un titre dont on a déjà parlé qui m'inquiète un peu, mais c'est compliqué de savoir quand il faut rentrer, c'est Casino. Parce que Casino, il valait 70, il est descendu à 35 au mois de janvier. C'est pas de la rigolade. Ils viennent d'annoncer une opération. On pensait que c'était en faillite, grosso modo. Quoi. Il y a eu des fonds flibustiers qui écrivaient que c'était en faillite ou à peu près. En 3 mois, il s'est désendetté de la moitié. Il a vendu pour 4 milliards d'actifs en Asie. Il a racheté... Il a repris le contrôle complet de Monoprix. Là, il vient de signer un accord avec la famille Beau pour l'exploitation de Leader Price à l'international. Naori, il est jamais mort. Et là, il me semble qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il est en train de réussir un truc, sachant que ce qu'il faut essayer de voir dans Casino, il faut acheter Casino
hors Brésil, grosso modo. Et en disant le Brésil, c'est un call qui peut-être un jour sera là. Mais finalement, ça a été salutaire, ce fonds activiste-là, Muddy Research, qui a aiguillonné cette réorganisation, non? Pour moi, ce qui a été salutaire, d'abord, il y avait rupture des covenants, entre guillemets, qui avait entraîné cette baisse importante, notamment à cause du Brésil. Et donc, les banquiers sont arrivés en disant, nous, il nous faut, conformément aux engagements de l'entreprise, du cash. Donc, pour trouver ce cash, Naoué a dit, je vends telle et telle partie. Ce qu'il a fait au prix annoncé, ce qui est déjà, de mon point de vue, le véritable exploit de cette affaire. Peut-être qu'on aurait plus de levier sur Casino qu'on en a aujourd'hui sur Carrefour. On a toutes les façons de l'aise avec lesquelles on a qu'à se satisfaire de bons résultats. Peut-être qu'on fera... On est à 52 là sur Casino. Oui, ça peut valoir. Oui, ça valait 75 il y a un an, ça peut valoir 65, 70. Ça, c'est pas quelque chose. Ce serait pas choquant. Ça serait pas choquant. On va attendre un tout petit peu parce que si on fait, je voudrais pas qu'on fasse trop d'arbitrage sur le fond, ça lui coûte à chaque fois. Mais il n'est pas exclu qu'on arbitre Carrefour pour Casino. Bon, un autre sujet sur la table ou... Alors on a du Atos. J'aime bien, si on descend, si on va dans le stock picking, j'aime beaucoup Sopra Steria, je ne suis pas le seul d'ailleurs à bien l'aimer, mais ce sont des valeurs, l'une comme l'autre, qui ont beaucoup progressé, qui vont continuer à progresser, la numérisation de l'économie. Et de la même façon, on aime bien Valeo, on aime bien Forestia, et j'aime beaucoup Plastic Omnium, qui est aussi un peu plus petit. Oui. C'est deux secteurs différents. C'est le concept de descendre. Voilà. Oui, moi je me... En capitalisation. Voilà. Sur Atos, on est ravis de ce titre et de son parcours. Je pense qu'on a encore des belles surprises à venir sur le titre, donc on le garde. Après, je ne voudrais pas qu'on ait trop de technologique dans ce portefeuille, et notamment des SS2I. Pourquoi ? Parce qu'elles vont probablement un petit peu pâtir du contexte là. On le voit aux États-Unis, un Nasdaq qui performe moins que les indices plus industriels. Et probablement pour un petit moment, parce que ça vaut tellement cher qu'il faut à un moment donné être... Les nôtres valent un peu moins cher. Altran, Alten, on en a. On a Altran, on a Alten, on a du Atos. Et voilà, c'était un exemple. Je ne suis pas persuadé. Sur Plastic Omnium, je retiens l'idée, probablement plus que d'acheter du Valeo quasiment sur des niveaux très élevés. On aurait peut-être intérêt à aller sur du Plastic Omnium. Donc deux idées, en effet, Casino et Plastic Omnium cette semaine. Pas d'arbitrage. Il y en a déjà eu. Donc, Zodiac et les banques. Zodiac et les banques, c'est déjà... Non, je voulais juste faire un petit point sur Sanofi. Le marché a monté de 4,80, le titre a monté de 4,80. Donc, alors effectivement, on peut dire que Ipsen a fait mieux, puisque c'était le sujet d'une discussion off avec une personne qu'on connaît bien autour de cette table. Mais toujours est-il que nous, pour être clair, on n'a jamais réussi à faire une bonne affaire avec Ipsen. Donc on a à chaque fois manqué de patience, je le reconnais humblement. Pour l'instant, sur Sanofi, on est plutôt content. On a vu l'impact de l'achat de Monsanto par Bayer qui est monstrueux, moins 15%, ça fait quand même, sur une capitalisation aussi importante, c'est important. C'est très gros. Moi, je resterai un petit peu au calme pour l'instant. Et ça, c'est aussi une leçon de gestion. Il y a des valeurs qu'on sent et d'autres qu'on sent moins bien. Et il faut aussi s'écouter et avoir... Ça sert à rien de s'obstiner en général. Ça s'appelle un mauvais souvenir. Voilà. Et généralement, quand on la prend mal au début, on finit par... voilà. Donc, c'est un très bon titre, assez peu liquide à vrai dire. Bon, c'est pas aujourd'hui, ça va pas être le sujet, je pense, pour la deuxième partie de l'année où le stock picking va, de mon point de vue, vraiment faire la différence. Bon, ce qui nous promet des émissions encore plus passionnantes. Restez avec nous chaque semaine, 12h30, 13h. Cette interaction sur Décideur TV. Merci messieurs, bonne semaine. Merci. Merci à vous de me suivre. À très bientôt.